Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir quelqu'un que j'ai cité dans un épisode passé, donc c'était intéressant, c'est lui qui me l'a rappelé, Pierre-Henri Servagent. Salut Pierre-Henri, ça va ? Salut Laurent, merci de m'accueillir dans ton podcast. Eh ben je t'en prie, c'est un grand plaisir. Pierre-Henri est le fondateur, le créateur, on va dire ça plutôt, du premier jean armuré de l'histoire, et tu vas me raconter ce que c'est. C'est un jean en gros qui résiste au frottement, tu m'en diras plus, à destination principalement des gens qui sont en mouvement, donc des motards, des gens qui font du scoot, bientôt peut-être du vélo, de la trottinette. C'est une histoire qui est assez intéressante et j'en ai pas souvent abordé des histoires comme ça, donc je suis très heureux de le faire avec toi aujourd'hui. Dans les grandes lignes, tu as un jour déposé un brevet et aujourd'hui tu exploites les royalties de ce brevet et tu trouves de nouvelles destinations à ton produit. Tu as eu plusieurs aventures. Ce brevet, tu l'as déposé en perso. Ouais. Et tu as eu une boîte sur un sujet un peu similaire qui a planté, ouais. Mais tu as récupéré quand même, tu as continué de faire évoluer l'idée pour relancer donc aujourd'hui deux choses. Armalite, que vous trouvez sur armalith.com, qui est donc le nom de ce tissu révolutionnaire, et Bolidster, bolidster.com, qui vend des produits réalisés avec ce tissu révolutionnaire. Je t'ai cité dans l'épisode que j'ai enregistré avec Arthur Muller, qui dirige le e-com et le digital pour Freeman Tea Porter, cette marque de jeans installée dans l'Est, mais présente partout. Super épisode, c'est l'épisode 285, une aventure familiale que je vous recommande, très chers auditeurs et auditrices. J'ai jamais vraiment fait... Si, j'avais fait un épisode sur le fondateur de Dixit, qui est aussi un inventeur. Il y a un principe un peu similaire de propriété intellectuelle, que ensuite tu deviens éditeur de jeux où tu poses à des éditeurs. Mais là, dans le textile, je l'ai jamais fait, donc je suis très heureux de le faire avec toi. Bienvenue. Comment est-ce qu'on est entré en contact ? Je me souviens plus. Je crois que c'est sur LinkedIn. Je pense que c'est... Tu m'as contacté ? Ouais, je t'ai contacté. Ah bah, bravo. Et t'as mis un certain temps, mais... Alors ça m'arrive, et vous m'excuserez si vous m'avez écrit, les amis, je fais au mieux pour être réactif. La boîte est bien pleine, je dois dire. Qu'est-ce que c'est l'Armalite ? L'Armalite, pardon. L'Armalite, c'est un tissu, déjà. C'est un tissu avec une armature à l'intérieur qui est faite de fibres très avancées. On les appelle des fibres aérospatiales, mais c'est utilisé aussi dans le militaire. Et grâce à ces fibres, ça donne un squelette au tissu qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas, mais qui est là pour te protéger en cas de besoin. Donc si tu tombes de ta moto, par exemple. Donc ça protège la peau, ça protège pas forcément des chocs. Hein. Non, ça va résister ce qu'on appelle à un choc abrasif. Mais effectivement, c'est pour se protéger du choc. Les motards, ils ont des rembourrages, ils ont des protections choc aux articulations. Et là, on parle bien du tissu qui te protège de l'abrasion. C'est un remplacement du cuir, on peut dire. Ok. Ce qui, vous ne le savez peut-être pas, les amis, mais est très pratique, parce que quand tu fais de la moto au quotidien et que t'as pas envie, et que tu pars pas en road trip avec tes potes pour faire 500 bornes, et que t'as pas envie de mettre ton jean rembourré qui ressemble à un squelette, enfin tu vois, c'est le truc, t'as l'impression d'être un bibadome quand t'es dedans. Mais si tu mets ton jean traditionnel, tu tiens quoi ? 1 mètre, 2 mètres si tu chutes ? Maximum. Si c'est sec, c'est entre 0,5 mètres et 2 mètres. Voilà, et là tu tiens beaucoup plus, tu vas nous en parler. Mais je l'ai sous les yeux, alors je le montre, voilà. Vous le verrez là. Donc ça c'est la démo. Le tissu est incroyablement souple. Ouais. Et en vrai, quand t'es arrivé, alors c'était un peu chelou parce que je t'ai touché les jambes. Je t'ai dit, excuse-moi, je peux te toucher. Tu m'as dit oui, je t'ai caressé les jambes. Le tissu, on dirait, en plus, on dirait un jean qui a déjà été un peu porté et lavé. Tu vois, alors que là, ça c'est neuf. Il est vraiment incroyablement souple. Ouais. Et Pierre-Henri m'a apporté un morceau de tissu qui est prédécoupé au laser en plein milieu. Imaginez comme si on avait fait une entaille au cutter en plein milieu d'une feuille A4. Ouais. Et il m'a dit vas-y, essaye de le déchirer. C'est pas une blague, j'ai essayé toutes mes forces, j'ai pas réussi. C'est assez bluffant. Eh ben génial. Allons-y. Pourquoi te lancer là-dedans ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie avant de lancer l'Armalite ? Alors avant, j'ai fait des études de robotique. Donc maintenance, robotique. Et après, j'ai fait une petite école de commerce.
Et fort d'une licence de marketing, je me suis lancé dans la vente et j'étais vendeur de tissus. Donc tu traînais déjà un peu dans le tissu avant de lancer l'Armalite. Voilà. Et il se trouve que tu es motard. Et il se trouve que je suis motard, donc du dimanche, bien sûr. Mais voilà, c'est cette combinaison de vendeur de tissus qui veut être tout le temps un peu à la mode, et puis de motard qui a des contraintes, qui a fait cette connexion. Ok. T'es déjà tombé ? Ouais. Ça s'est déchiré ? Ça s'est déchiré, tout à fait. Alors, avant que je suis tombé... Non, oui, pardon. T'es tombé avant de créer l'Armalite, bien sûr. J'avais un 501. Comme 70% des motards et scooteristes qui roulent donc en jean. Un Levis 500 qui a un super jean, mais qui n'est pas un jean fait pour faire de la moto. Ça. Ok. Top. Et du coup, tu me disais que tu as des stats sur les accidents de moto et que dans la plupart des cas, c'est ça le problème. En fait, tu as deux stats qui sont, à mon avis, fondatrices, vraiment celles que je garde depuis le début et qui sont toujours valables. Donc la première, c'est que dans 70% des accidents qui impliquent un deux roues, le motard va souffrir de lacération et d'abrasion des membres inférieurs. Voilà, donc quelle que soit la typologie d'accident. En plus, potentiellement, de s'être cassé un... Exactement. Voilà. Mais à minima, dans 70%, il y a des lacérations et des abrasions des jambes. Donc c'est vraiment le truc qui se passe quasiment, on va dire, à chaque fois. Okay. Et alors que le reste des parties du corps, c'est 20%, 30%. Donc là, c'est vraiment manifeste. Et la deuxième stat, c'est 70% à nouveau des motards et scooteristes roulent en jean. En jean normal. Ouais, parce que c'est pratique. Voilà. Parce qu'on monte rapidement dessus, qu'on va aller au boulot et qu'on va pas foutre le jean à coque, quoi. Et après avoir fait une étude assez poussée, une petite étude de marché qui m'a coûté 10 000 € à l'époque, je me suis rendu compte que en fait, le motard n'est pas écervelé. Il fait pas ça parce qu'il s'en fout. Pas du tout. C'est parce que à un moment donné dans son équipement, il s'est acheté bien sûr un casque, des gants, des chaussures montantes. Il s'est intéressé à un moment donné aux jambes, et puis il n'a pas trouvé de solution, justement, comme tu disais au début, qui va le protéger d'un accident, mais qui va aussi être cool le reste de la journée au bureau. Oui, parce qu'aller au bureau avec un pantalon en cuir, c'est pas terrible. Voilà. Souvenez-vous de l'épisode de Friends avec Ross. Et foutre un jean coquet qui est mal coupé, qui tombe mal. Franchement, ton jean, là en est un, quand je t'ai vu arriver, je m'en doutais pas. Et voilà, et foutre ton jean coquet pour aller faire des petites courses et acheter le beurre que t'as oublié, c'est relou, quoi. C'est ça. Et puis même, t'as le look. Déjà, c'est important. Et puis, tu as aussi le confort, parce que la moto, souvent, ça va être 1 heure ou peut-être 2 heures dans la journée, maxi. Mais le reste d'une journée, tu vas pas te changer. Tu vas garder ce vêtement. Et c'est d'ailleurs la spécificité du pantalon par rapport à tous les autres équipements de la moto, c'est que lui, tu le gardes. Quand tu arrives à destination, tu gardes ton pantalon. La veste avec la dorsale, tu l'enlèves. Les gants coquets, tu les enlèves. Tes chaussures... C'est ça. Bon. Et donc, en 2003, 4, 5, là, donc ça fait 20 ans, quand tu commences à réfléchir au sujet, il y a rien sur le marché. Parce que j'ai vu qu'il y avait des jeans avec pas du Kevlar, mais si peut-être du Kevlar, c'est ça. Du Kevlar, ouais. En fait, il existe du cuir, bien sûr. Il existe des espèces de cordura, donc des trucs un peu, ça fait un peu cosmonaute pour les trucs d'aventure un peu, mais c'est hors de question de porter ça en ville. Et après, il existe des jeans, effectivement, mais qui sont doublés de Kevlar. Donc en gros, c'est un jean normal à l'intérieur duquel il y a des doublures d'un tissu épais en Kevlar. Et ça va protéger effectivement quand le jean aura disparu pendant la chute. Ce Kevlar va te protéger. Le problème, c'est que c'est une doublure et qu'elle est épaisse et que ça tient très chaud. Ça respire pas. Voilà, ça respire pas. C'est pas fait pour être porté à même la peau, parce que le Kevlar, c'est un matériau qui est fait pour être emprisonné dans une matrice composite. Donc, c'est pas fait pour être porté sur la peau. Matrice composite. Donc, en gros, il y a une feuille de Kevlar avec du tissu ou un truc autour. C'est ça ? La matrice... C'est ce que tu veux dire ? Ouais, la matrice composite, tu sais, c'est la résine. La résine époxy que tu vas mettre. Si tu fais, par exemple, un canot et kayak, tu vas disposer ton tissu. Ça, c'est les fibres de renforcement. Ouais. Et après, une fois que tu as la forme, tu vas badigeonner de résine époxy. Ça s'appelle la matrice composite. Et ça va tout se rigidifier. Et accessoirement, ça va protéger le Kevlar des UV et de l'humidité. Chose que tu n'as pas quand tu as un jean en Kevlar. Du coup, ton jean en Kevlar, il va perdre ses propriétés
1 an, tu vas perdre quasiment 50% de toutes les propriétés initiales. Du Kevlar qui était censé me protéger. Exactement. Et c'est cher ? Les jeans Kevlar, non, c'est pas cher parce que c'est fait en Asie, c'est pas très cher. Okay. Ça va dans les 100 €, ça peut aller jusqu'à 200 à peu près. Donc tu te dis, avec ton expérience de vendeur de tissus, au premier degré d'ailleurs, tout à fait, de vendeur de tissus et pas de tapis, et puis ta passion pour, enfin ton appétence pour la moto, qui a un truc à faire. C'est ça. Comment tu tombes sur un tissu d'aérospatial ? Sur une fibre ? Parce que c'est ça en fait. Hein. Ouais, en fait, je fais pas mal de... Je te passe les étapes, mais en gros, j'imagine j'imagine intellectuellement une architecture que maintenant j'appelle architecture. Et en fait, je l'imagine, je me dis, dans le tissu, dans l'épaisseur du tissu, à cet endroit-là, je pourrais mettre telle fibre, à cet endroit-là, telle fibre. Et donc, je trouve une architecture dans laquelle je pourrais intégrer une grande quantité, 30-40%, d'une fibre qui serait du métal, ou qui serait du Kevlar, ou qui serait de la céramique, ou du carbone. Et je ne sais pas donc quelle serait cette fibre, mais je dépose cette idée. Parce que j'ai trouvé une façon d'intégrer cette fibre, quelle qu'elle soit, pour que tu gardes toutes les propriétés que tu adores dans le jean. Le stretch, l'indigo, le coton sur la peau, tout ça que tu le gardes, mais malgré tout, que emprisonné à l'intérieur, tu es un espèce de squelette technique. Et après, il y a eu donc dépôt de brevet, tout ça, incubation à Bordeaux Unitech, en Aquitaine. Et là, j'ai bénéficié d'un transfert de technologie avec, à l'époque, ça s'appelait EADS, maintenant c'est Airbus. Ouais. Et à l'époque, c'était EADS Space Transportation. Et donc, j'ai reçu tout un tas de fibres qui sont à la pointe de ce qui se fait actuellement. Donc, de la céramique, des carbones, de la soie d'araignée, des choses incroyables. C'était un très beau jour de ma vie. Avec de la soie d'araignée, aujourd'hui tu ne peux en avoir tu peux pas en avoir en fait, c'est une fibre animale. Il y a quelques boîtes qui le font, il y a une boîte allemande qui le fait de synthèse, qui a recopié l'ADN, mais c'est pas encore au point. Mais en tout cas, la soie d'araignée... C'est une soie animale à la base, ouais. d'une araignée, comme la soie du ver à soie. Tout à fait. Ok, ouais. Et qui est solide. Il n'y a pas plus solide. Aujourd'hui, c'est structurellement parlant, il n'y a pas plus solide. Ouais, les fibres artificielles tentent d'imiter, sans y arriver pour l'instant, la soie d'araignée. Et parmi ces fibres et ces fils que tu reçois, il y a le polyéthylène à ultra haut poids moléculaire. Donc, il existe une version toute simple, c'est les poches en plastique, et là, c'est du polyéthylène. Mais celui dont on parle, c'était une version haute performance. Alors pour les connaisseurs, un PE-UHMW, polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé ou à haut poids moléculaire. Ouais. Plastique, c'est un plastique. C'est un plastique. Ouais. Polyéthylène, ok. Se caractérise par son poids moléculaire élevé de 1 à 9 millions de G/mol. Ah, c'est des grammes par mol. Mol, ok. Ok. C'est-à-dire que tu as une densité, moléculaire qui est on appelle ça des polymères. Et donc, en fait, un polymère, c'est un peu comme si tu regardes un plat de spaghettis et que tu le regardes au microscope, ce que tu vois, c'est une sorte de plat de spaghettis. Et soit les spaghettis, elles sont en bordel, et ça, on appelle ça une structure amorphe, c'est un plastique pas cher. Soit c'est bien rangé, c'est bien peigné, et là ça s'appelle une structure cristalline, ça se rapproche du carbone, du diamant et tout ça. Et que si tu veux scier ce plat, alors qu'ils sont tous bien peignés, ça sera beaucoup plus difficile parce que tu as beaucoup de chaînes carbone à casser. Hyper intéressant et super métaphore. Alors tu m'as montré ce fil tout à l'heure parce que tu l'as sorti d'un morceau de tissu. Ouais. Donc c'est un fil qui est composé de, tu m'as dit 440 segments, c'est ça ? Filaments. Et que tu vas du coup insérer dans le maillage, le tissage du tissu qui est devenu l'armalite. Alors en fait, on va faire un fil. Grâce à quand j'ai démonté le tissu devant toi, on est arrivé à la fibre technique, 440 filaments, ça ressemble un peu à un fil.
Et ce fil-là, au tout début, nous, on va le recouvrir de coton. Donc là, c'est assez balèze déjà à faire. On va le recouvrir de coton d'une façon assez fine. Et du coup, on se retrouve avec Le coton, il est collé ou il est enroulé dessus? Il est juste enroulé. Ok. Mais du coup, quand tu regardes ce truc-là, tu as l'impression de voir un fil de coton. Tu l'as encore en portée de main, là, que je le regarde? Je sais plus où il était. Ouais. C'était ça, hein? Ouais. Que tu as gratté comme ça, ok. Ouais. Effectivement, ça ressemble à un fil traditionnel, normal, standard. En fait, tu vois plus l'armature qui est dissimulée à l'intérieur. Du coup, et ça rajoute en plus du confort, j'imagine, parce que ce fil doit être hydrophile, super important. Hydrophile, et ça va aussi prendre les pigments d'indigo. Donc, ce fil recouvert de coton, tu vas pouvoir le tremper dans les bains d'indigo pour lui donner une apparence hyper authentique, historique du jean, de ce qu'on aime dans le denim. C'est-à-dire un coton qui est trempé dans des bains d'indigo. Donc tu vas lui donner vraiment toute cette parure. Génial. Donc on est en 2004-5 et tu es incubé à Bordeaux quelque part. Tu reçois ces différents fils et tu te dis putain, Eureka, c'est ça qu'il me faut pour mon tissu incassable. Alors je teste. Hein. À l'époque, j'avais un 4x4. Je me suis fait un bâti et je tractais sur le sol. Le bâti, il était posé sur l'équivalent de 4 fois une petite carte de visite, tu vois, en tissu. Et je râpais tous mes échantillons de tissu. Il y en avait qui résistaient 2 mètres, d'autres qui résistaient 50 mètres, etc. Mais il faut quand même des mètres à tisser avec parce que ce fil de l'aérospatial, j'imagine qu'ils te le donnent pas comme ça. Ils vont pas t'en donner 5 bobines en disant vas-y Pierre-Henri, amène-toi. Et je devais tout peser, c'était un truc de fou, c'était plombé. Je devais peser la bobine, prélever, repeser. Pour tout restituer. Ok. Parce qu'il y en avait pour une fortune. Il fallait que je restitue tout et en justifiant. Et j'imagine que quand tu fais des tests en plus d'abrasion, tests de résistance en tout cas avec ton 4x4 que tu tires, donc tu tires en gros une palette posée sur 4 cartes de visite avec le tissu collé. J'imagine que tu as en plus une question de poids parce que là il se trouve que le tissu il est assez léger, c'est vraiment surprenant. Tu as cette question de poids, donc ta carte de visite il faut la multiplier. Okay. Mais tu fais du comparatif. Au début c'était du comparatif, ça résiste plus que ça. Okay. Du coup, moi, j'avais la même structure et je faisais juste la différence entre céramique et carbone, entre carbone et polyéthylène, entre Kevlar et acier. Jusqu'à trouver le dosage parfait. Et là, tu crées ta boîte. Elle s'appelle Esquad. À l'époque, ouais, tout à fait. Ça s'appelle. Je dépose le brevet donc du tissu Armalite. Ouais. Et aussitôt. Ça, tu le déposes en perso. Hein. Ouais, en perso. Enfin, sur une boîte URL que j'ai, qu'on appelle la holding, mais qui est toujours existante. Et aussitôt après, je trouve une bande de copains. Pourquoi tu le déposes avec une boîte et pas en perso d'ailleurs? Parce que en fait, tout ça, c'est un peu le fruit de mes recherches perso, de mon engagement perso. Et après, par contre, je trouve une équipe de potes pour exploiter les vêtements. Et là, je l'appelle Esquad. Donc, mais le brevet, il appartient pas à Esquad. Il appartient à une holding que tu détiens à 100%. Exactement. Ma question est pourquoi tu déposerais un brevet via une société plutôt que toi, personnellement, personne physique? Parce que il n'y a pas, non. Je pense que j'aurais pu faire en personne physique. De mémoire, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient. Ok, très bien. Donc, tu déposes d'un côté le brevet via une holding que tu détiens en perso. Ouais. Et de l'autre, avec une bande de potes, tu crées Esquad. C'est ça. Et ça a été une aventure extraordinaire qui a eu 2006. Un début, une fin. Ouais. Ça a démarré en 2006, on a démarré comme des fusées. On a levé au total 4,5 millions d'euros. Donc j'ai passé beaucoup de temps à ça, et c'est une erreur. J'ai passé rétrospectivement 60% de mon temps à faire des levées de fonds, à 4,5 millions d'euros, et c'était pas des fonds d'investissement, c'était des business angels. Donc on a fait 11 levées. Alors un coup c'était 300 000, un coup c'était 4 millions et demi, juste avec des BA, des business angels. Ouais, tout à fait. Et il me restait 60% à la fin de tout ce process. Donc la société était bien valorisée quand même. Ouais, mais tu y passais 60% de ton temps. Je me suis épuisé. Ouais, franchement. J'ai fait un burn-out à la fin. Des business angels, on va être clair pour tout le monde, c'est des individus, des personnes physiques qui mettent, enfin c'est pas des personnes morales, mais qui mettent des petits tickets. Ça s'oppose en fait aux fonds d'investissement qui ont des fonds sous gestion. Il y a un petit bruit. C'est bon. Qui mettent des fonds qu'ils ont sous gestion et qui investissent dans des boîtes. C'est ça. Ok. 4 millions et demi avec des business angels pour lancer Armalite. Pour lancer Esquad, que tu fondes en 2010. Ouais. Que je fonde en 2006. En 2006, pardon, ouais. Et qui font en 2010. Et qui font 4 ans plus tard. Alors, tu as fait un truc un peu fun, hein, ça se trouve, si vous allez sur YouTube. Tu as soulevé un Hummer.
Ouais, c'est ça. Avec un jean. Ouais, c'est ça. Un record du monde. On a voulu s'inscrire un petit peu dans l'histoire et montrer surtout que ce jean pouvait pas être confondu avec d'autres jeans. Vous tapez Armalite, donc A-R-M-A-L-I-T-H et Hummer dans YouTube et vous allez trouver cette vidéo qui a été postée il y a longtemps. Hein. C'est peut-être même pas l'original, mais effectivement du making of de comment est-ce que vous avez réussi à soulever un Hummer avec une paire de jeans. Ce qui est assez dingue parce qu'un Hummer ça pèse quoi? Ça pèse 2 tonnes, 2 tonnes 5, 3 tonnes, 2 tonnes 5, ok. Et le jean résiste à combien? Alors en théorie, on est sur 30 tonnes. Le jean? Ouais, c'est les 2 jambes. Et ce petit filament là que tu m'as montré tout à l'heure, lui il résiste à combien? Lui, on est sur un fil, on est à 60 kg. C'est un fil vraiment, les amis, un fil comme un fil de tissu, quoi. Ouais. Donc lui, il résiste à 60 kg. 60 kg. Faut savoir qu'il n'y a rien... tout le monde parle du Kevlar, par exemple. Le Kevlar, c'est 6 fois la ténacité de l'acier. Donc c'est pas mal. Mais avec je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu prends un fil d'acier et tu prends un fil de Kevlar qui font le même poids. Et ben, le fil de Kevlar va pouvoir lever une charge 6 fois importante que l'acier. Voilà. Et le polyéthylène à haut poids moléculaire, on est à 15 fois. 15 fois l'acier. Ouais. Ok. Donc un fil 60 kg sur 1 cm², il y a je sais pas combien de fils, mais en tout cas ton jean, c'est 30 tonnes. Ouais. Et tu sur 1 cm, si tu fais une bandelette de 1 cm du tissu, comme ça, ouais. Voilà, d'1 cm, comme du scotch, bah, tu vas te retrouver avec 450 kg de résistance à la traction. Ok. 1 cm. Donc tu lèves 4,5 millions des business angels, tu fondes Esquad en 2006 avec un objectif de quoi? De créer une marque ou de vendre le produit? À l'époque, c'était vraiment de créer la marque Esquad. La marque Esquad avec ce tissu que vous avez imaginé, que tu as imaginé. Et donc la société exploite le brevet. Ouais. Enfin, Esquad exploite le brevet. C'est ça, Esquad exploite le brevet, par contre, que tu as déposé avec ton autre société. Tout à fait. En fait, c'est une première version de ce qui existe aujourd'hui. C'est ça. Ouais, on était en exclusivité, c'est-à-dire que personne d'autre sur le marché de la moto, par exemple, pouvait utiliser ce brevet. Il n'y avait que Esquad. Et pourquoi ça plante? Ça plante pour plein de petites raisons conjoncturelles et une grosse raison structurelle que je vais te dire juste après. Les raisons conjoncturelles, c'est la crise des subprimes qui bloque quand même tout le processus de levée de fonds. 2008, ouais. Il y a une contraction des investissements. Pourquoi 4,5 millions, c'était pas assez? Il te fallait encore? Ouais, il fallait encore. Ouais, c'était le début, ouais, tout à fait. Et oui, parce qu'il faut savoir que quand tu inventes comme ça un tissu, ça paraît simple, mais en fait, il y a une filière textile. Et nous, il nous a fallu monter pas mal en amont dans la filière pour faire cette innovation. Tu vois, parce que si tu fais juste un vêtement différent, bon, ok, tu es en bas de la filière. Après, tu peux faire un tissu différent. Mais nous, on a fait un fil différent et même des fibres différentes. Donc là, il faut monter très très haut en amont de la filière et redescendre toutes les étapes. Donc ça prend du temps et du cash. Ok. Ce que vous n'avez pas réussi à faire exactement, sans pas lever totalement. Plus. Ouais. Okay. Et donc, oui, ce qui a bugué, en fait, c'est que y a eu effectivement cette crise des subprimes. Moi, je pense avoir fait pas mal d'erreurs de management, de gestion. J'étais un jeune entrepreneur. Et puis, quand j'ai eu le temps de me poser et de regarder rétrospectivement, en fait, je me suis rendu compte, dans un premier temps, que j'avais passé beaucoup de temps à lever ces fonds, beaucoup trop de temps. Et puis finalement, ce qui ressort maintenant avec toutes ces années de recul, c'est que le tissu lui-même, il n'était pas suffisamment développé. Il tenait ses promesses de résistance, il tenait des promesses pour le futur en termes de confort et de visuel, mais pas pour le présent de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'indigo, par exemple, c'était pas du vrai indigo, c'était une teinture réactive, donc il n'y aura pas la patine d'un jean, et encore moins la patine d'un très beau jean à 300 €. Ensuite, le stretch, quand tu as des niveaux d'épaisseur de jeans comme ça, c'est-à-dire des 14, 16 onces, tu es sur des jeans un peu historiques et tout ça, il faut qu'il y ait un peu de stretch. Et nous, on n'avait pas de stretch à l'époque. Ce qui est confortable en plus quand tu plies les jambes sur tes motos. Voilà, tu plies les genoux, du coup, tu as besoin, si tu veux pas te faire cisailler le genou, tu as besoin de stretch, c'est important. Et donc, il faut savoir que ça, c'est ce qui, à mon avis, fait
aussi la grande innovation aujourd'hui, c'est d'avoir su mettre cette fibre-là que tu vois, qui fait donc ses premiers pas dans le textile, hein, puisque jusqu'à présent c'est une fibre industrielle, armement, voilà, exactement, mais pas textile. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai moi apporté au textile, c'est l'utilisation de cette fibre. Et cette fibre-là, elle ne résiste pas à la température. Alors que toutes les fibres textiles résistent et subissent des traitements thermiques à répétition. Et le frottement veut dire température quand je glisse. Par conséquence, pas par cause. On n'attaque pas le truc au chalumeau, tu vois. Oui, mais peu importe. Enfin, que je l'attaque au chalumeau ou quelle que soit la conséquence, ça chauffe quand je glisse, non ? Ouais. En moto. Ouais, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, tu tombes de tout ton poids avec ta vitesse. Donc, sur seulement quelques millimètres de matière, ça fait une tension. Et c'est généralement à cette tension sur les fibres que ça va craquer ou que ça va endommager à 90% l'étoffe. Et après, quand tu vas glisser quelques mètres, tu vas te brûler. Donc il faut vraiment, la première qualité dont on a besoin, c'est la résistance à la traction. C'est pour ça que l'image du Hummer est tout à fait adaptée en fait, à ce qu'on veut vendre. Okay. Et effectivement, quand tu fais une glissade, au bout de 10 mètres, tu es à 30 degrés, après c'est 40, après c'est 50. Pas plus ? Et après ça monte. Ben, ça dépend des matériaux. Le Kevlar, ça monte à plus de 100 degrés en 10 mètres. Donc en fait, tu peux te brûler avec un jean Kevlar. Exactement. On a mis ça en avant il n'y a pas longtemps. Ok, mais pas avec un... Non. Et ça elle va, du coup, la fibre, là, j'ai oublié son nom, mais elle va résister. L'armalite, elle va très bien résister parce que... et en plus, elle est protégée par du... Voilà, elle est enrobée par du coton, donc du coup, elle va gérer la température et elle va dissiper mieux que n'importe quelle autre fibre parce que c'est un conducteur thermique. Donc c'est comme une culasse en fait. Le produit va diffuser la température. Et effectivement, à la fin du test, quand on te dit ça résiste que 20 mètres, par exemple, c'est vrai qu'à 20 mètres, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fondu. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors qu'un Kevlar, qui aurait résisté lui aussi 20 mètres, au bout de 20 mètres, il n'a pas fondu. C'est ta jambe qui a fondu, c'est ça ? Non, c'est pas oui, ta jambe, elle a fondu, ça c'est sûr. Mais en fait, ça enlève des grains. On appelle ça ablation. Et en fait, c'est sûr qu'au bout de 20 mètres, tu n'as plus de matière. Mais c'est pas fondu. Dans le cas du Kevlar, c'est pas fondu. Okay. Dans le cas du polyéthylène, c'est fondu. L'issue est un peu triste et Squad se plante. Elle est rachetée à la barre du tribunal en 2010. Ouais. Mais le brevet t'appartient. Elle part en RJ ou elle est... Ça part en RJ et liquidation après. Et du coup, on vient pas te chercher sur le brevet ? Si, on vient me chercher sur le brevet. Alors comment tu fais ? Parce que c'est un sujet hyper intéressant. Tout à fait, c'est un cas d'école. Parce qu'il y a deux enseignements. Un, ne pas mettre son brevet sur sa boîte principale et faire de sa boîte l'exploitant du brevet qui est déposé ailleurs, on perçoit sur notre boîte. Mais du coup, comment tu le protèges au moment où tu pars en RJ ou LJ ? Alors c'est une très bonne question et c'est vrai que mes avocats en amont de tout ça, quand j'ai créé la startup, c'est eux qui m'ont conseillé ce montage. Un, de ne pas mettre le brevet dans la boîte principale. À l'époque, ils m'ont justifié en me disant que je montais une entreprise d'exploitation du brevet avec les potes et pas de création. Ils m'ont dit, tu as créé ton brevet, donc ça c'est une boîte, après tu veux l'exploiter avec tes potes, et ça c'est une autre boîte. Donc ils me l'ont expliqué comme ça. Mais il y avait une deuxième raison, c'est que quand tu vas effectivement en RJ, la première chose que va faire l'administrateur judiciaire et le mandataire, c'est de regarder si le dirigeant a des biens personnels, s'il a un château, s'il a une Porsche, s'il a un brevet. Et s'il a des biens qui sont de même nature, de même montant que la dette, ils vont trouver une raison, une bonne raison. Même avec une SARL, même avec une... Ouais, et ça, il faut le savoir. Il y a un livre qui s'appelle Économie euthanasiée, qui parle de ça, qui est super. Et c'est exactement ce qui a failli m'arriver. Ça ne m'est pas arrivé, heureusement. Mais c'est vrai, en France, ça se passe comme ça. Ok. Économie euthanasiée, c'est ça ? Ouais. Vous le trouverez sur la toile. Tiens, c'est pour parler de. T'as dit un truc tout à l'heure. T'as dit
la boîte, elle exploite le truc. La boîte, avec des potes, avec vos potes, vous exploitez. Donc il y a quand même une histoire d'amitié aussi là-dedans. Tu t'es pas grillé avec tes potes? Si, alors on était 3 principaux. On nous appelait les 3 mousquetaires. Et avec un, ça s'est pas bien passé. Et puis avec un autre, ça s'est bien passé. Donc il n'y a pas de morale, on va dire. Parce que des fois, on me dit, alors du coup, est-ce qu'il faut que je... Parce que des fois, je fais des interventions à l'INSEC, par exemple, et c'est des retours d'expérience. Et des fois, les élèves, ils me disent, alors du coup, est-ce que je dois monter ma boîte avec mes potes ou est-ce que je dois pas? Et je dis, il n'y a pas de vérité, puisque moi, dans mon cas, on était 3 et... On s'est clashé avec un et pas avec l'autre. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. Je t'ai coupé la parole, je suis désolé. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de règle. En revanche, il y a un truc, c'est que après Esquad, il s'est passé quelques années, mais t'as relancé. Armalite, du coup, cette fois, seul, en te basant sur ce brevet qui a évolué, mais tu vois, là, je trouve qu'il peut y avoir un risque par rapport à tes potes. Autant faire du business ensemble, on apprend à se connaître parce qu'un business, c'est compliqué et qu'on est dans le dur. Et à la fin, ça passe ou ça casse, voilà. Mais là, en plus, tu rajoutes le fait que ce business entre potes qui s'est planté, exploiter un brevet qui t'appartient à toi sur notre boîte et que tu relances ensuite. Je pense que chacun a son chemin de vie un peu. Mais oui, ça fait partie des risques, tu sais, quand tu es entrepreneur. On a parlé du brevet assez rapidement, mais il y a quand même des choses qui m'intéressent. Les normes. Tu vends pas comme ça un produit. Est-ce que tu vends comme ça un produit en disant c'est bon, il protège? Non. Et en plus de l'avoir testé avec ton 4x4 et la palette. Et alors c'est ça, là il y a un truc intéressant, c'est que la norme, elle parle à une partie de l'industrie, c'est obligatoire. Autant dire que tu peux pas vendre le tissu s'il passe pas la norme. Mais justement, ça ne parle qu'aux professionnels, c'est-à-dire que la marque de vêtements doit convaincre le magasin de vêtements, doit prouver, doit montrer patte blanche avec la norme CE, etc. Mais le consommateur, lui, la norme, elle est vraiment indigeste. C'est-à-dire que s'il cherche son information pratique dans la norme, c'est très compliqué parce que c'est noyé. Il y a 60 pages, c'est une notice technique qui fait 60 pages. Mais je réalise que c'est même pas mis en avant sur l'étiquette du produit. Je suis en train de jouer là avec l'étiquette et en fait il y a un diagramme qui vaut 1000 normes. Tout à fait. Vas-y, raconte-moi. En fait, ça vient compléter. La norme, elle dit ce produit est homologué, machin. Mais c'est très difficile de se situer dans la performance du produit à travers la norme. Par contre, l'étiquette Armalite, ça c'est la garantie que ça va passer un certain nombre de km/h. Donc ça parle aux motards des km/h. Un crash à 90 km/h ou à 70 km/h. Selon le grade que tu achètes d'Armalite, le prix bien sûr varie en fonction et l'épaisseur aussi du tissu. Et donc tu peux avoir 45 km/h, 70, ça peut aller jusqu'à 120. Et aussi tu as une distance de glisse. Pour chaque grade, par exemple le 90, c'est lequel que tu as dans... J'ai le 80. Non, j'ai le 120, j'ai le highway. Voilà, le highway 120, donc tu as 110, 120, ouais. Donc tu as un nombre de mètres aussi. Ouais, 32. Voilà, donc ça, tu vois, ça veut dire que c'est ou une chute à 120 km/h, 110, soit une glissade de 32 mètres, selon si tu es sur un référentiel de la norme allemande ou de la norme anglaise. D'accord, donc c'est deux normes différentes. C'est deux normes différentes. Mais qui disent à peu près la même chose. Sauf que à 90 km/h, si tu pèses 50 kg ou 150, tu feras pas la même distance. Tout à fait. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça l'idée. Mais c'est surtout qu'il y a deux standards comme dans beaucoup d'industries. Et souvent, les marques vont parler avec un seul standard. Donc il y a deux normes. Toi, tu mets les deux, quoi. Voilà, moi je mets les deux et elles sont. Tu as une correspondance à chaque fois pour les deux. Et du coup, il y a des normes à respecter, mais surtout de l'évangélisation, de la simplification, comme on dit, il y a un terme. L'expérience client. Non, mais oui, quand tu expliques quelque chose de compliqué, mais simplement de la vulgarisation. Vulgarisation et pédagogie à faire. Et du coup, il y a aussi plusieurs, j'ai dit 7 fois du coup, il y a plusieurs types de jeans, d'Armalite, qui sont plus ou moins résistants en fonction de la vitesse à laquelle j'imagine rouler et tomber malheureusement, mais qui ont aussi du coup des qualités de confort différentes, plus ou moins épaisses, légères, c'est ça? Ouais, alors on va dire que le confort, c'est le point commun. Confort,
tu vois, tu les as, là, t'as trois jeans devant toi, 3 niveaux de résistance différents, donc 3 épaisseurs de jeans. Le confort va être à peu près le même, mais bien sûr, t'as 3 prix par contre, et t'as 3 niveaux de résistance à l'abrasion différents. Qu'est-ce qui va faire la différence ? La quantité, production, je veux dire. la quantité de fibres aérospatiales qu'on met à l'intérieur, tout simplement. Donc le tissage est le même, mais tu vas mettre un fil à chaque nœud ou un fil tous les 2 nœuds ou ainsi de suite. Enfin, si je... Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est le pourcentage. Pierre-Henri sourit en disant ouais, c'est ça du con. non, pas du tout, je ne me permettrai pas. Mais c'est le pourcentage de fibres aérospatiales que tu as. Okay. Tu peux avoir beaucoup de coton, auquel cas tu n'as pas beaucoup de fibres aérospatiales, et là tu as une résistance moindre. Okay. Mais même dans notre tissu le moins résistant, on est quand même à 10 fois la résistance d'un jean standard. Il y a un sujet qu'on va aborder ensuite et qui est intéressant, mais je te pose la question maintenant pour que vous puissiez vous y préparer, chères auditrices, chers auditeurs. Un brevet, ça a une durée de vie avant de tomber dans le domaine public. Ouais. Quelle est cette durée de vie ? C'est 20 ans. Toi, tu l'as déposé en quelle année ? 2006, 2003, les premiers dépôts, et 2005, les premières validations. La version finale, quoi. Ouais. Après ça, qu'est-ce qui se passe ? Ça tombe dans le domaine public. Et donc les gens ont accès au brevet, peuvent s'inspirer, copier, faire la même chose. C'est le deal. Ça va être crucial dans la suite de la discussion. Mais un enseignement peut-être. Alors évidemment, il ne faut pas être pris de vitesse et qu'un concurrent dépose un brevet similaire avant vous, mais potentiellement, le déposez pas trop tôt non plus si vous avez une idée révolutionnaire. Parce que dans 20 ans, c'est fini, elle appartient à tout le monde. Ça marche très bien parfois. Nespresso, ça fait 50 ans, je sais pas quand ils ont déposé le brevet, mais qu'il y a des capsules Nespresso, alors que maintenant c'est tombé dans le domaine public et dans n'importe quel supermarché on peut en acheter. Mais ils arrivent quand même encore à exploiter le filon. Mais voilà, c'est quand même un truc important à avoir en tête. La boîte se plante 2010, elle est rachetée à la barre du tribunal. Toi, tu fais un bilan, tu me l'as dit tout à l'heure, et tu dis bon, mon tissu il est bien, mais il est pas assez stretch, et le stretch c'est quand même confort. Ouais. Et surtout, c'est pas de l'indigo, c'est de la teinte réactive. Ça veut dire quoi ? Réactive, ça veut dire que tu teins le tissu de façon un peu définitive, et du coup, il va pas y avoir une patine qui va se faire au travers du temps. Comme s'il était teint au cœur de la fibre et pas à l'extérieur. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ton chino, tu me parlais de ton chino. Ouais. Ben ça, le chino, c'est une teinture réactive. C'est par exemple beige et ça doit rester beige. Et si je le frotte, ça reste beige. Voilà. Alors que le jean, si je le frotte, il a ce côté un peu usé, il a cette patine qui est classe. Et ça, c'est une méthode. Donc tu m'as dit tout à l'heure indigo. Ouais. Moi, je pensais que c'était juste la couleur, mais en fait, c'est une méthode. Et tu m'as expliqué cette méthode, c'est quoi ? En fait, ça consiste à teindre les fils et non pas le tissu, premièrement. Et ensuite, c'est des bains successifs d'indigo. Donc, c'est-à-dire que tu vas tremper ton fil blanc, donc une masse de fils, tu as 4000 fils, une nappe qui arrive directement dans un bain, qui va plonger dans le bain, qui va récupérer, qui va s'imprégner des pigments d'indigo. Et ensuite, on va sortir du bain et ça va sécher. On appelle ça l'oxydation. Et ensuite, tu vas replonger dans un bain et ainsi de suite. Et donc, on peut imaginer que tu as le bain numéro 1, le bain numéro 2, etc. Et les Japonais, ils sont hyper forts avec ça parce qu'eux, ils arrivent à mettre ce qu'on appelle des castes. Et donc, le caste, c'est par exemple que tu dis que le bain numéro 7, il est un peu marronné. Tu vois, il a un peu de marron dessus. Ah, putain, et le bain numéro 12, faut imaginer un millefeuille et quand tu frottes, d'un coup, tu as du brun qui apparaît. Voilà. Et quand tu as ton usure, tu vois, par exemple, à l'entrejambe, sur les zones de crête un petit peu, bah, c'est magnifique parce que ça fait une multitude de couleurs. C'est très subtil. C'est le Fujiyama, quoi, tu vois. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait qu'un jean vieillit très, très bien, qu'on l'adore et que... Voilà, qu'il y a un lien qui se crée, tu vois, entre... Et donc, cette première version avec Esquad, il n'y avait pas cette méthode encore d'indigo que tu arrives à mettre en place, mais il faut le produire. Et en 2011, tu lances un concours sur LinkedIn. C'est ça, parce qu'en 2010, donc, la boîte Esquad m'échappe. Elle continue quand même, entre les mains du nouveau propriétaire. Et moi, je fais d'ailleurs une licence. Je lui fais une licence pour qu'il puisse exploiter pendant 5 ans l'armalite. Le tribunal m'oblige à faire ça. Tu vois. Oui. Voilà. Licence gratuite ? Ouais, licence gratuite. Non, pas gratuite, mais bon, mais c'était quasiment prix coûtant. Okay. Et donc, bon, je m'exécute, je fais la licence. Et puis pendant ce temps, moi, je fais un concours mondial sur LinkedIn. Je fais un concours où je cherche mon tisseur
Parce que là, j'avais un tisseur qui était basé en France à l'époque, et il était au taquet de ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire c'était bien, mais c'était pas indigo et c'était pas stretch. Et donc, en 2011, le tisseur espagnol Tejidos Royo gagne le concours. Et la base, c'était, moi, ma promesse, c'était si vous arrivez à faire le tissu de mes rêves, selon mon brevet, je vous délivre une licence d'exploitation et vous pourrez donc produire et vendre librement. Le tissu, et donc ils ont une licence et toi tu prends des royalties. Exactement. Et donc ce producteur, ce tisseur, pardon, tu le trouves, c'est Tejidos Royo, T-E-J-I, pardon, D-O-S, plus loin, R-O-Y-O, qui se trouve être en Andalousie ? À Valence. À Valence, ok. Donc là, tu te dis, je vais pas refaire l'erreur de lancer une marque, comme j'avais fait avec Esquad. C'est ça. Je vais trouver un tisseur, je vais faire le vendeur le cas échéant pour aller chercher des gens qui pourraient utiliser mon armalite. Tout à fait. Et prendre mes royalties au passage. Absolument. Ok. Ouais. Ce tisseur que tu cherches, tu lui mets quand même des contraintes un peu environnementales, écologiques, parce que le jean est connu, en tout cas a été décrié justement pour son impact environnemental, parce qu'il y a beaucoup de bains, il y a beaucoup de produits. Alors je vais être très honnête, moi je rêvais d'écologie, mais je n'avais rien du tout inscrit d'écologique dans mon cahier des charges, parce que je savais que mon cahier des charges était tellement intenable techniquement, si tu veux, que je ne pouvais pas rajouter la moindre condition. Donc très honnêtement, l'armalite, il n'y a pas eu ça écrit by design dans le truc, ça c'est vrai. Par contre, on est tombé dedans, et aujourd'hui on est à un niveau d'écologie qui est complètement incroyable. Vas-y, c'est la sérendipité, hein, comme on dit. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que alors d'abord, ce tisseur, il est en Europe. Le peu de tisseurs qui sont en Europe aujourd'hui, qui ont résisté à toute la concurrence, c'est parce que, entre autres, ils sont très flexibles, ils ont fait des investissements massifs dans leur outil, et ils sont à la pointe en termes de respect des normes et d'écologie. Donc déjà, ça, c'est il y a une grosse intensité capitalistique, et donc par exemple les machines, ils ont des panneaux solaires depuis très longtemps sur le toit, ils ont un cogénérateur, bien avant que ce soit la mode de l'écologie. Ils sont social responsables. Moi j'ai toujours entendu dire, moi quand j'avais 25 ans, Royo c'était le tisseur responsable. Les salariés sont réputés pour être bien traités chez Royo, et c'est pas toujours le cas dans des pays plus lointains. Donc voilà, il y a eu cette conjonction. Après, l'avantage chez Royo, c'est qu'ils sont intégrés, et ça c'est très très rare, ils sont intégrés en filature, c'est-à-dire qu'ils font eux-mêmes le fil, et donc après ils vont tisser le fil qu'ils ont fabriqué. Du coup, dans le cas de l'armalite, c'est très utile, parce que tu te rends compte à la fin sur le jean que tu veux modifier un truc, et tu as le choix de modifier en confection, en tissage ou en filature. Donc tu vas rapidement, en quelques itérations, ils sont en filature intégrée. Ouais, tu m'as dit, donc ils font le fil, ils font le tissage, et ils peuvent faire la confection. Non, pas la confection. Pas la confection, mais fil et tissage. Et teinture. Et teinture. Indigo. Voilà. Et alors ce qui s'est passé, qui nous a rendu écologiques malgré nous, c'est que donc cette fibre-là, comme je te disais, elle tient pas à la température. Elle résiste pas à la température. Donc il faut, moi je fais signer tous les clients qui prennent de l'armalite, je leur fais signer un contrat dans lequel ils s'engagent à informer leurs consommateurs par le biais des étiquettes qu'il ne faut pas chauffer le jean, il ne faut pas le repasser, il ne faut pas le laver à plus de 30 degrés. En fait, tu peux le laver à 30, 40, 50, mais tu vas corrompre sa durée de vie, c'est dommage, comme pour un autre jean d'ailleurs. Donc là, dans le cas du polyéthylène, si tu le pousses à plus de 87 degrés, en fait, tu vas corrompre les qualités mécaniques que nous on t'a promises. Okay. Les fameux 90 km/h ou les 30 mètres de glisse. Donc là, c'est un problème. Du coup, tout ça est contractualisé. Et chez Royo, au début, ils m'ont dit, comme tous les autres, ils m'ont dit, mais tu peux pas me demander de pas chauffer à plus de 80 degrés
et de mettre du lycra. Parce que qui dit lycra dit thermofixation. Pourquoi il y a du lycra dedans? Ah oui, pour l'élasticité, là, ouais, pour le stretch. Ouais. Okay. Et quand tu mets du lycra, et c'est pour ça d'ailleurs que l'industrie textile est devenue la plus polluante en ces dernières décennies, c'est parce que c'est l'avènement du lycra qui fait ça. C'est que dès que tu mets du lycra dans un tissu, tu dois le thermofixer à 180 degrés. Donc là, c'est une débauche d'énergie colossale. Il y a un lycra... Attends, ça veut dire quoi? Donc tu tisses le tissu avec tes fils et tes machines à tisser, là, et ensuite tu le passes dans un tunnel qui monte à 180, 180 pour coller le lycra pour le cuir, en fait. Le lycra, il est vierge, et tu vas le cuire à 70 ou 80% pour qu'après, il soit moins élastique. Le problème, c'est que derrière, si je te prends l'exemple à l'extrême, dans la fast fashion, ils ont un cahier des charges, ils sont à 12 lavages. C'est-à-dire que si tu es vendeur de tissu à une marque de fast fashion, et qu'au bout de 12 lavages, le jean, il poche au genou, c'est normal, parce que tu es à 12 lavages. Et la marque ne te reprochera pas ça. Alors que nous, par exemple, avec l'Armalite, on est à 1000 lavages. Si possible, à 30. Ah oui, par contre, il faut être attentif. Alors, le filage, c'est intéressant, et ça me fait remonter à une question. Dans ton cahier des charges, tu as cette fibre, le polyéthylène, à haut poids. Moléculaire. Il vient de l'armée ou de EADS ou de Airbus. Ouais. Tu l'achètes, ça doit alors, être une fortune. Est-ce qu'ils le lâchent comme ça? Non, alors c'est pas eux qui le lâchent. Il y a des industriels qui le font. Okay. Aujourd'hui, tu as 3 sites principaux. Tu en as un aux US, c'est Spectra qui le fait. En Hollande, c'est DSM Dynema. Et en Chine, tu as Sinopec. Et toi, il vient d'où? Moi, il vient de Chine. Okay. Et pas pour des questions économiques, bizarrement, mais c'est parce que pendant très longtemps, et d'ailleurs la première version chez Esquad, on utilisait la fibre hollandaise. Mais après, on est passé sur Sinopec parce qu'ils nous font exactement les filaments que l'on veut. Alors que les autres, ils ont des marchés militaires et ils me disent moi je vends du gilet pare-balles avec tel filament, donc si tu veux m'en acheter, c'est celui-là. Oui, là on le fait sur mesure. Ouais. Mais du coup, allez hop, la 8e fois. Le Royo te fait le filage aussi, donc ils reçoivent le polyéthylène. Tout à fait. Et ils mettent le coton autour. Je les ai branchés avec le filateur. Ok. Et pour qu'ils puissent approvisionner par eux-mêmes le filateur. Et ce polyéthylène qui vient de Chine, d'Amérique ou j'ai pas retenu la 3e, il a un certain coût. Est-ce que tu arrives à produire un jean au mètre carré? On fait au mètre carré, c'est quoi tout à fait, la norme? C'est le mètre linéaire. Mètre linéaire. Sachant que tu es en 1,50 m de lèse. De large, voilà. L'aise, ok. Voilà, donc 1 mètre linéaire égale 1,50 m. 1,50 m de carré. Ouais. Et donc, c'est quoi le prix marché? Et toi, tu le sauras combien? Alors, le prix marché d'abord d'un jean. Un mètre de rouleau de jean dans le monde, c'est 2,5 $. En moyenne. En moyenne. Voilà, pour 1 mètre de tissu. Donc, tu as du Levi's qui va être peut-être un peu au-dessus, du Diesel très au-dessus, et même pas, je suis pas sûr qu'il soit de très bonne qualité, pas beaucoup mais c'est la marque, tu payes la marque. Un petit peu aussi, quand même. Et puis du fast fashion tout en bas, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc 2,50 € en moyenne. Ouais, sachant qu'il te faut 1,30 m à peu près en moyenne pour faire un jean. Parce que tu as l'emploi. Donc 2 mètres carrés, en gros, pour faire un jean. C'est ça. À 2,50 €. Ouais. Putain, on se fait bien niquer. Pardon, excuse-moi. On se fait bien avoir. C'est x10, c'est-à-dire que si une marque veut te vendre un jean, par exemple, à 200 €, il faut qu'elle lui ait coûté 20 €. Voilà. Sachant que, pardon, je simplifie parce qu'il n'y a pas que le tissu, le plus gros c'est la confection dans le coup. Donc 2,50 € mètre linéaire de jean en moyenne dans le monde. Voilà. Toi, tu le sauras combien? Alors, moi au début, à l'époque, on était à 40. Mais ça, qui va te faire confiance? Qui va accepter de... Au début, c'était très très dur. Et les premiers contrats, ça a été très très compliqué. Je me rappelle m'être fait virer, pas comme un malpropre, mais presque de chez BM à Munich. Et puis après, je me rappelle que quand j'ai signé Harley à Milwaukee, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Parce qu'ils avaient pris le pari. Et, l'an dernier, on était à 20 € prix moyen. Et là, cette année, on est à 12,50 €. Qu'est-ce qui explique les quantités? Les quantités, la projection du tisseur, maintenant, il se projette. Donc, les derniers investissements, il les a fait en intégrant des volumes d'Armalite. Du coup, c'est que de la machinerie. C'est quasiment que de la machinerie. Okay. Le polyéthylène, lui, il baisse aussi
Il augmente un peu avec la guerre dans le monde, parce qu'on achète des gilets pare-balles, des casques, etc., des blindages. Mais donc là, il est au plus haut. Mais dans les gilets pare-balles, il y a du polyéthylène, c'est que du polyéthylène. Moléculaire, au poids, machin. Un gilet pare-ballle, c'est que du polyéthylène. Ah ouais? Il y a un peu de fibre céramique, mais c'est quasiment que du polyéthylène. Ok. Ouais. Donc, 2,50 € en moyenne le mètre linéaire de jean dans le monde en moyenne. Tu le sors à 40 au début, c'est 15 fois le prix moyen. Ouais. Et là, tu es descendu à 5 fois, donc c'est pas mal. Ton enjeu, j'imagine, ça a été de trouver des marques qui allaient accepter de faire des vêtements de protection de motards. Et tu es allé voir d'ailleurs des marques constructeurs. Plutôt que d'aller voir, je sais pas, je connais pas les marques, Denez. Ouais, alors Denez, ils étaient, ça fait, bien sûr, ils sont dans ma cible depuis le début. Et ça y est, maintenant, on travaille, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on est. Donc il y a des jeans Denez en Armalite. Absolument. Ok. Ouais, tu tapes Denez Armalite, tu vas voir les produits. Je te crois sur parole. Et comme BMW. Il y en a ou pas? BMW, non, parce que ils ont pas, eux, ils veulent leur marge. Vraiment, ils n'ont pas assez de marge avec nous. Super, donc tu trouves Royo 2011-2012. J'imagine qu'il y a une question de réhabiliter le brevet. Le brevet, tu peux le... entre Esquad et la suite, tu vois, il y a Armalite. Alors oui, il y a en fait, un brevet, déjà, quand il tombe dans le domaine public, c'est fini. Ça, tu peux pas tu peux le perfectionner, mais ça veut dire enterrer ta propre innovation par une nouvelle plus perfectionnée. Okay. Mais ça n'empêche pas que ta première innovation sera quand même exploitable par la planète. Okay. C'est un deal que tu as avec la société civile. Elle te protège pendant 20 ans, mais toi, en échange, tu apportes ton jus de cerveau pour les générations futures. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est quand tu te relances, donc tu as trouvé ton producteur en 2011, tu as ton brevet qui t'appartient encore. En 2014, tu relances officiellement Armalite, cette fois seul, pour... Alors, pardon, Armalite est donc une société qui exploite la marque Armalite, prend des royalties auprès de Royo, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi tu l'as pas fait sur la société qui détient le brevet? C'est celle-là. Ah, c'est celle-là, très bien, okay, d'accord. PHP, elle s'appelle. PHP. Tu m'as dit un truc quand on préparait l'épisode tout à l'heure, tu as dû avoir une opinion légale. Ouais, opinion. En fait, c'est que quand tu as... quand ton brevet est dans le périmètre d'une entreprise qui a déposé le bilan, ensuite ça va être compliqué pour toi de contractualiser basé sur ce brevet, donc de valoriser le brevet, de convaincre des tiers que ce brevet il est solide, il t'appartient vraiment, etc. Pourquoi? Parce que peut-être les administrateurs judiciaires ils vont venir te chercher et ils vont te prendre ton brevet. En fait, c'est ça. Et donc, tu fais ce qu'on appelle un opinion legal. C'est un travail d'avocat qui s'engage, tu vois, qui dit qu'il a étudié tout ton périmètre, etc. Et que c'est bien protégé de ta faillite ou de ta redressement judiciaire passé. Tout à fait. Clairement, une RJ ou une liquidation, c'est dire à tes créanciers, je ne vais pas vous payer. Et souvent, dans les créanciers, il y a l'État. Donc, si après, tu relances un produit sur la base de ce brevet qui a servi à la première boîte, qui a planté l'État et les créanciers, on va dire, bah non, mon coco, t'es gentil. C'est ça. Donc là... faut cleaner. Faut rendre le truc propre. Okay. En parallèle de ça, du coup, tu crées Bolitster, qui est une sorte de laboratoire. Ouais, on peut dire ça. Là, c'est la marque explorateur. Qui va exploiter, Je le crée pas immédiatement. D'abord, il y a toute la phase de développement chez Royo. Donc, en 2014, on met au point les premiers tissus. On est à 40 €. Je me prends des portes un peu dans la tronche chez BM. Et puis, je commence à signer des gros. Harley, Triomphe, Denez, tu vois, c'était des très beaux voyages. Et là, au bout d'un petit moment, Royo me dit, tu touches trop parce que là, j'avais pris la casquette en plus de agent commercial. Donc du coup, Royo me dit, on te paye les royalties, on te paye l'agence commerciale, ça commence à faire beaucoup. Maintenant qu'on sait que ça se vend, on va recruter un commercial et on va maîtriser les ventes. Je dis, parfait. Donc du coup, ils m'ont payé les indemnités, ça a été carré. Et du coup, moi, je me suis retrouvé avec un petit peu de temps libre. Et c'est là que j'ai voulu lancer Bolitster pour faire quelque chose vraiment au sommet de l'expérience utilisateur. Puisque, en fait, j'étais un petit peu frustré parce que je voyais qu'au début, tu as une grande fierté de signer Harley et ces grandes marques. Puis après, tu te rends compte que quand même, elles fabriquent loin.
pas forcément hyper propres, tu vois. Et elles n'ont pas forcément un engagement vis-à-vis du consommateur qui est celui dont moi j'aurais rêvé. Moi je me dis, l'Armalite, elle peut résister, elle peut faire un jean qui peut tenir 25 ans. Donc ce serait bien que la marque qui vend ce jean-là, elle le revendique. Ouais. Et en fait, donc il a fallu créer Bollister pour ça. Et aussi pour s'affranchir de la norme moto. Parce que jusqu'à Bollister, tout le tissu que je vendais, c'était que pour de la moto. Parce que c'est pourquoi une marque va payer si cher un tissu, c'est parce qu'elle sait que grâce à ce tissu, elle va passer très facilement la norme moto. Donc, ça justifie le prix. C'est pour ça que les marques comme Harley, ou comme Triumph, ou comme d'autres, m'ont acheté le tissu Armalite à prix d'or. C'est parce que ils savaient que derrière, ils allaient passer, voilà, ils allaient être certifiés. Ils ont le tampon, voilà. certifié. Donc ça simplifiait tous ces process. Okay. Mais du coup, avec Bollister, moi, l'idée, c'était justement de ne pas faire certifier, de s'affranchir de toutes ces normes pour faire quelque chose de plus créatif, d'être plus proche de l'histoire du jean. Tu vois, c'est pas un truc de motard puriste, c'est un truc de motards qui aiment bien les belles choses, les beaux jeans. Donc, ils ont ce danger, ils sont sensibles au discours abrasion, mais ils veulent surtout un jean libertaire, un jean qui va pas les connoter en tant que motard. Il y a des marques qui ont mis des protections dedans ? Oui, presque toutes. Sauf Bollister, justement. Sauf Bollister. Le brevet va tomber dans le domaine public, là, en tout cas la première version d'ici peu. Ouais. Est-ce que Royo serait pas le premier à t'imiter ? Comment tu t'es protégé de ça ? En fait, moi je travaille sur je copie, si je veux simplifier, je copie un petit peu Gore-Tex sur ce modèle économique qu'on appelle le ingredient brand, qui consiste à faire une marque ingrédient, c'est-à-dire que sur un rayon d'un magasin, tu as un produit fini, un blouson, un pantalon, mais dans lequel il y a un ingrédient. Cet ingrédient, pour moi, ça va être Armalite, mais bien avant que moi j'arrive, il y avait Gore-Tex, il y avait Kevlar, il y avait Lycra. Tout ça, ce sont Vibram, des Vibram pour les semelles, enfin plein de choses. Voilà, Intel, pendant Intel longtemps. Dans un PC. Voilà, Intel Inside. C'est une marque qui, tu vois, non ? Je sais pas, je connais moins les IT, mais... Non, mais t'as de la... C'est une marque dans une marque. C'est... Ok, bon, oui, d'accord. Ouais. C'est powered by, tu vois. Ouais, j'imagine que en fait, des CPU, comment on appelle ça là, pas des cartes mères, des puces Intel, Nvidia. C'est remis à jour beaucoup plus régulièrement que Gore-Tex, par exemple, j'imagine. Oui. Le brevet Gore-Tex il est tombé dans le domaine public, celui d'il y a 20 ans en tout cas, ouais. Et donc n'importe qui pourrait faire un équivalent Gore-Tex, mais Gore-Tex est devenu une marque, et t'achètes ta Patagonia avec du Gore-Tex, ou tes Decat avec du Vibram, c'est ça. Mais donc c'est ça, une marque ingrédient. Je connaissais pas le concept, ingredient branding. Exact. En fait, c'est les mecs de Dupont. C'est ça ton pari. Tout à fait. Les mecs de Dupont, c'est les mecs de Dupont qui ont inventé ça. En fait, quand le Kevlar est arrivé, le plus gros succès de Ingredient Brand, c'est le Kevlar. C'est que les mecs de Dupont, quand ils avaient fait le polyamide, 6,6, donc par exemple le Cordura, et puis ils voulaient avoir du budget pour inventer la fibre qui allait surpasser le polyamide 6,6. Et cette fibre-là, donc ça allait être le Kevlar. Et comme ils voulaient un budget très élevé, ils ont présenté un plan de développement à leurs financiers, à leurs investisseurs, non pas de 20 ans, comme ça se faisait jusqu'à présent, parce que c'est la durée de brevet, mais ils ont présenté un plan sur 60 ans, dans lequel les 20 premières années étaient dédiées à verrouiller la concurrence, et les 20 et les 40 ans qui suivaient, c'était l'exploitation de la marque. Donc pendant les 20 premières années, tu forces tes clients à faire ton marketing, et tu construis ton marketing. Vous voulez de l'Armalite ? Vous allez écrire dessus que c'en est de l'Armalite. Et vous allez éduquer le consommateur, mon consommateur de demain. Ok, hyper intéressant. À l'heure où on parle, il y a 1,5 million de jeans en Armalite qui sont en circulation. Avec écrit Armalite sur l'étiquette. Avec écrit Armalite. Quelque part. 1,5 million de jeans. Ouais. Ok. Je savais pas que Kevlar était une marque. C'était pour moi une... Oui, c'est une matière, mais... c'est la confusion qu'ils veulent que tu fasses. Hyper intéressant. Donc ça, c'est l'ingredient branding. Ouais, c'est ça. Et ton pari pour la suite, c'est que l'Armalite
en est une, j'allais dire en devienne une, mais en est une déjà, parce que tu as, comme il dit, un demi-million de motards qui se baladent avec un jean Armalite qui, a priori, le savent. C'est évidemment que de passer sur le panier va ancrer la marque. Grave. Non, je déconne. Ok, hyper intéressant. Et j'imagine que tu as quand même un peu de R&D, parce que tu t'assois pas sur un brevet qui a 20 ans. Bien sûr. Ah oui, on est en pointe, ça aussi. Bon, je vois à peu près l'état de l'art mondial dans la copie de l'Armalite, puisque jusqu'à présent, j'ai une douzaine à peu près de procédures par an. Donc j'ai des gens, surtout en Asie, qui copient l'Armalite, qui savent pas forcément. C'est pas forcément... des fois, ils savent pas, ils le font de bonne foi. Mais bon, moi, je leur dis que c'est une copie et qu'ils doivent... je dois les garder en respect. Et donc, jusqu'à présent, ça se passe très bien, puisque le brevet est très puissant et j'ai eu aucune... chaque fois que j'ai expliqué à un copieur qu'il y avait un brevet, que c'était protégé et qu'il devait rester à distance, ça a fonctionné pendant 20 ans. Donc, bravo à mon cabinet de propriété intellectuelle, au passage. Qui est à Bordeaux ? Qui est à Lyon. Qui est à Lyon, parce que je ne l'ai pas dit, tu es bordelais. Hein. Ouais, bordelais. On peut te croiser à Bordeaux si, mes chers auditeurs ou auditrices, vous êtes à Bordeaux. Tout à fait. On a même un showroom à Bordeaux, on peut recevoir le public. Ouais, où ça ? À côté de la gare. Ok, donc on parlait de R&D. Ouais. Oui, donc il y a les secrets de fabrication. Ça, on n'en parle pas, mais ça existe, il y en a plein. Comment faire pour mettre du lycra dans un vêtement sans le chauffer ? Il y en a plein qui essayent encore. Tu vois. C'est ce qui a fait que nous, ça a écroulé le bilan carbone. Oui, parce que tu n'es pas allé au bout de l'histoire. Ouais. Moi, je suis désolé. Ouais. Vous arrivez à mettre du lycra sans chauffer ? C'est ça. Et ça faut reconnaître à Royo la science, parce que là, c'est eux, moi je leur ai donné le challenge, et c'est eux qui ont résolu intégralement ce problème. Et ils l'ont résolu vraiment par le haut, parce qu'ils arrivent à ne pas chauffer. Donc en conséquence, déjà, tu peux donc mettre ta fameuse fibre de polyéthylène, tu ne la chauffes pas, elle a toutes ses qualités, et ça c'est génial. Mais le deuxième effet qui se coule, c'est que tu as un stretch qui est fantastique parce qu'il est vierge, il est addictif. Et le troisième effet, c'est qu'il va durer des années et des années et des années. Des lavages et des lavages. Ils sont garantis 10 ans, hein, tes jeans, c'est écrit à l'intérieur et tu as une date de fabrication écrite à la main ou en tout cas tamponnée et une date de fin de validité de la garantie. Décennale, on fait une garantie décennale dans le jean. Tu m'as pas vraiment répondu, mais j'insiste, comment tu te protèges avec Royo ? En fait... Royo pourrait l'année prochaine, ou dans 2 ans... sortir l'Arma 2, quoi. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de transférer en fait, tout ton patrimoine technologique le plus possible sur un patrimoine de marque. C'est-à-dire que tu fédères et tu agrèges tout un tas de savoir-faire en amont et en aval qui portent le nom Armalite. Et donc, après, il y a des copieurs, bien sûr, qui vont arriver avec des matières qui vont copier l'Armalite, mais qui ne vont pas pouvoir s'appeler Armalite, puisque ça, c'est une marque déposée. Donc, ils vont s'appeler différemment. Et quand tu es face à un produit qui est plus cher, qui te promet une protection, il te promet une valeur ajoutée, mais elle est cachée, tu ne peux pas l'avoir. Tu le sauras quand tu vas rater un rond-point. Tu sauras s'il saura résister ou pas. Donc, en attendant, c'est là où c'est peut-être intéressant de payer 2-3% ou 5% plus cher ou 10% plus cher et d'être serein. Le marketing de Kevlar, c'est celui-là. C'est ce que tu m'expliquais quand on préparait l'entretien, hein, c'est que aujourd'hui, je peux faire du Gore-Tex, mais pour mettre le logo Gore-Tex, je vais faire valider mon produit ou ma fabrication ou ma méthode à Gore-Tex. Ouais, exactement. Et qui dit, ok, c'est bon, tu peux t'appeler Gore-Tex, tu me files 5%, mais tu mets le logo. Exactement. C'est un tiers de confiance. Hyper intéressant. J'avais jamais fait d'épisode sur le sujet. Je suis content de creuser un peu. Je le connaissais pas bien. Pour terminer sur la R&D, alors Pierre-Henri est un peu timide, mais tu as travaillé sur un tissu. Si vous avez des enfants et qu'ils ont des tours de cou, moi j'ai tout de suite pensé à ça. C'est aussi doux qu'un tour de cou, c'est aussi souple qu'une chaussette, qu'un t-shirt, mais aussi résistant que le jean que j'ai sous les mains. Donc imaginez, et en plus c'est du tricot et pas du tissage. Alors il y a des machines, j'ai découvert, mais donc il y a des métiers à tisser modernes, ultra, qui font du tissu au mètre, et il y a des métiers à tricoter.
qui permettent de faire du point et donc une approche du tissu qui est un peu différente et du coup beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable, mais toujours avec ce tissu qui est le tien, enfin pas le tien mais qui est celui que tu confectionnes, et donc aussi résistant que le jean. C'est ça. Mais aussi souple qu'une chaussette. C'est ça, c'est le tissu de super-héros. C'est vraiment, on va vers ça. Donc c'est le futur. Alors j'ai eu la chance de le toucher, je ne peux pas le montrer à l'écran là, mais ça sort quand ? C'est quoi la suite ? Faut nous laisser une paire d'années. Ah quand même. Ouais. Mais ça fait 4 ans que tu travailles dessus déjà. Le fil est au point, maintenant c'est le tricotage. Ok. Et en plus on peut faire parce que ce que tu m'expliquais, c'est que sur un métier à tricoter, on peut faire du sur-mesure. Ah ouais. Et t'as pas de confection. C'est comme c'est comme de l'impression 3D. Donc je vais dessiner sur mon ordinateur un t-shirt. Tout à fait. Et le métier à tricoter va me sortir le t-shirt fini. Tout à fait. Et donc il n'y a plus l'étape confection, c'est ça ? Il n'y a plus rien. Il reste une finition, il y a une petite finition, on va dire, de... Ouais, les bordures, les coutures, voilà, exactement, les étiquettes. C'est hyper intéressant et je suis impatient que tu m'en parles du coup dans un catch-up dans 2 ans. Et si vous voulez en savoir plus, tu lèves des fonds ou tu es sur fonds propres là, ça va le... Alors là justement, c'est une très bonne opportunité. Je lève des fonds sur Bollister. Et aujourd'hui, on fait une petite levée de fonds juste avec les actionnaires historiques. Ok. Mais comme on historique de quelle boîte ? De Bollister. De Bollister. Okay. Voilà. Et voilà, on ouvre la porte à certains qui présentent patte blanche, qui sont motivés, bienveillants. Le tissu est assez bluffant. J'ai une dernière question avant qu'on se quitte, mais je suis en train de jouer. Donc je joue. T'as dit que c'était addictif et c'est vrai parce que depuis 1 heure je tripote pas ton jean mais les étoffes les échantillons que j'ai sur la table. Tu peux avoir le tissu le plus résistant du monde et qui soulève un humeur, mais si ta couture elle est pas bonne, tu vas glisser et ton jean il va se défaire. C'est vrai. Et c'est pour ça que moi j'ai fait Bollister, c'est parce que c'est pour avoir vraiment le truc final, le produit fini, l'expérience consommateur. Voilà, aller au-devant de tous les problèmes de confection, par exemple, de ne pas s'arrêter à l'étape de tissu. Et puis, de vendre aussi, de savoir expliquer tout ce qu'on a mis à l'intérieur et qui ne se voit pas. Donc, y compris, bien sûr, les coutures. Donc, on a beaucoup bossé. D'ailleurs, c'est grâce à nos amis, les skaters, qu'on a pu finaliser ces coutures pour les motards. Parce que les skaters, ils ont une façon de tomber qui est différente. Ils tombent plutôt doucement. Mais ils vont fuser par contre, tu vois, ils vont se poser au sol gentiment, et une fois qu'ils sont au sol, ils vont glisser des mètres et des mètres. Je parle de skate de descente, de downhill. Ah oui, ok, ouais. D'accord. Parce que le skate tu tombes normal, tout doucement, mais tu glisses. Ouais, le skate normal, la planche te... Ouais, voilà, le skate normal, ça met pas trop à l'épreuve c'est le l'impact, tissu. Ouais. Mais le skate de descente, c'est vraiment des chutes, c'est très proche de la moto, en termes de chute. Ouais, sauf que t'as pas 250 kg entre les jambes. Ouais, exact. La moto. C'est sûr. Pierre-Henri, c'était passionnant. Pierre-Henri, Servajean, Servajean. Si vous voulez poursuivre la conversation sur LinkedIn, Armalit, armalith.com pour le site sur le tissu Armalit, la marque de tissu, le patent, le brevet Armalit, et Bolidster, Bolidster, si vous voulez voir les jeans de moto, de scoot, de trottinette, parce que tu as aussi le... Ouais, c'est jeans qui vont de 10 mètres à 40 mètres de protection. Et on choisit performance urbaine, cruiser ou furious. Voilà. C'est le plus de 32 mètres. Mais tu as un jean classique, tu as un beau jean, c'est un jean de ta vie, avec lequel tu n'es pas du tout obligé de faire de la moto. C'est un jean de tous les jours. Mais solide. Ouais, c'est ça. Cool. J'espère que cet épisode vous a plu, chers auditrices, chers auditeurs. Vous le savez, inscrivez-vous à la newsletter sur lepenny.io pour recevoir les épisodes de la semaine, quelques news, parfois des offres d'emploi, il y en a de plus en plus. Et évidemment, likez s'il vous plaît cet épisode, donnez-lui un petit 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de podcast que vous préférez. Pierre-Henri, merci. Merci Laurent. Salut à toutes et à tous.